En mai 2016, la Chine a accueilli la conférence mondiale sur l'équité et l'excellence dans l'éducation de base. À cette occasion, la Banque mondiale s'est penchée sur les résultats spectaculaires de Shanghai, la ville hôte, aux tests internationaux visant à évaluer les performances des différents systèmes éducatifs. Il a également été question de la contribution des politiques à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans d'autres pays. Le continent africain nous intéresse et nous parlons aujourd'hui d'école d'excellence. Bienvenue à tous. Et pour échanger sur ces questions importantes, nous recevons M. André Yassoua Oussou. Il est chargé d'études à l'ISTC Polytechnique, à l'Institut des sciences et techniques de la communication. C'est en Côte d'Ivoire, ancien sous-directeur des services techniques de cet institut. Il est chargé de cours. Bienvenue, M. Oussou. Merci. Bonjour. Avec vous dans ce studio, M. Dounian Koulibaly. Lui, il est président du conseil d'administration de la 2ALCI, qui est l'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro, un lycée d'excellence en Côte d'Ivoire. Bienvenue, monsieur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comme nous l'avons signifié avec vous, nous allons parler d'excellence dans les différents établissements. On se souvient qu'il y a plusieurs années, tous les futurs cadres de l'Afrique étaient envoyés en Europe pour étudier. Aujourd'hui, quelle est la réalité, M. Oussou? Bon, je pense que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques établissements, quelques centres qui forment comme les centres européens d'excellence qui formaient. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire aussi, je veux dire qu'il y a des centres qui sont aussi performants que ces grandes écoles européennes-là. Et à cette période, il n'y avait certainement pas beaucoup d'enseignants, de formateurs issus de l'Afrique. Ils venaient tous de l'extérieur, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. D'accord. Faut dire que juste après les indépendances, en fait, les différents États ont été confrontés à un manque de cadres, en fait, pour occuper les différentes fonctions, en fait, de l'État et de l'administration. Donc, à un moment donné, il fallait, de manière urgente, en fait, envoyer ces cadres-là, en fait, en Europe pour qu'ils soient formés. Mais aujourd'hui, en fait, les différents États ont mis en place en fait, des écoles, des lycées, des universités et tout, qui ont pris la relève justement de ces écoles-là, avec des formateurs qui sont devenus africains, mais par le passé, c'était plutôt en fait, des Européens en fait, qui venaient pour la formation. Parlons un peu brièvement du lycée scientifique ici en Côte d'Ivoire. Un lycée scientifique, quel en était l'objectif? D'accord. Déjà, il faut savoir que le lycée scientifique de Yamoussoukro a été créé il y a 40 ans. Par Félix Fouabouani, justement, qui voulait rassembler en fait les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire afin de leur donner en fait les meilleurs enseignements possibles pour qu'ils puissent après intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs. Parce que vous savez que pour un pays qui est le meilleur producteur en fait de café et de cacao au monde, il est important d'avoir en fait une industrie locale qui soit capable justement de transformer ces matières premières-là. Donc c'était une des visions en fait du président Félix Fouabouani justement en créant cette école-là, de permettre à la Côte d'Ivoire justement d'avoir des ingénieurs, d'avoir des médecins, d'avoir des cadres qui soient bien formés, en leur donnant en fait à la base les meilleures conditions de travail. À côté de tous ces établissements dans l'enseignement supérieur, il y a une école panafricaine qui est également sous la tutelle du ministère de la Communication ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'Institut des sciences et techniques de la communication. ISTC Polytechnique. Oui, également, qu'est-ce qui fait le charme, on dira, de cet établissement public? Bon, c'est un établissement public ivoirien, mais qui a une vocation panafricaine. À l'origine, c'était l'ancien studio-école de la RTI qui a été transformé en 92 en ISTC, et puis le décret de 2015 l'a transformé en ISTC Polytechnique. Voilà. Donc la formation des cadres de la communication au niveau du continent africain. D'accord, revenons à la notion d'excellence, d'école d'excellence. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans ce vocable? D'abord, il faut définir peut-être l'excellence. C'est quoi l'excellence? Peut-être être le meilleur dans son domaine, dans son genre, dans sa matière. Voilà. Par exemple, quand vous êtes en classe, je veux dire que ce soit du CP1 ou CM2, quand vous faites un devoir, que l'enseignant est content, il met excellent. Il met excellent. Ça veut dire que vraiment vous avez dépassé la moyenne. Et je pense que dans tout le domaine donné, il faut se donner les moyens d'être excellent. Parce que sur le marché de l'emploi, on demande qui est bon, qui a été meilleur. Et c'est en fonction de ces différentes qualités-là que l'employeur peut directement dire « bon, moi je prends celui-là » ou « je ne prends pas celui-là ». Donc je pense que c'est bien que l'Afrique ait ce style d'établissement pour permettre aux cadres africains d'être vraiment performants sur le terrain.
école d'excellence? Quel est le prototype d'une école dite d'excellence? D'accord. Déjà, je pense que toutes les écoles devraient viser l'excellence. Cependant, il y a certaines écoles qui ont le statut d'école d'excellence. Donc il faut savoir qu'en termes d'école d'excellence, on a par exemple les lycées, on a ensuite au niveau de l'enseignement supérieur en fait certaines grandes écoles qui ont le statut en fait d'école d'excellence. La première chose en fait, c'est d'abord de permettre aux élèves et aux étudiants d'avoir une culture accrue de l'excellence. Donc ça commence par quoi? Ça commence par la sélectivité à l'entrée. Donc ça veut dire que je ne peux pas décider d'aller dans telle école, par exemple, ou dans une telle autre, parce que je le veux. La première chose pour moi, c'est de satisfaire les conditions justement de recrutement. Et c'est très important parce qu'une école d'excellence qui n'est pas sélective à l'entrée, ce n'est plus une école d'excellence. Ensuite, une fois que je rentre dans cette école-là, c'est la qualité justement de l'enseignement qui y est. Et la qualité de l'enseignement justement dépend en grande majorité en fait de la qualité des enseignants qui y sont, des maîtres qui prodiguent justement le savoir. Et puis on va dire qu'il y a le conditionnement psychologique, le rythme, la cadence et tout ça, parce qu'on veut pouvoir permettre justement à ces élèves-là d'arriver au sommet. Donc une école d'excellence, c'est d'abord la sélectivité à l'entrée, ensuite la qualité en fait des enseignants qui sont reçus, des enseignements du moins, pour permettre à ces personnes-là d'être les meilleures possibles. D'accord, vous parlez tout à l'heure d'école à vocation d'excellence, une école qui vient de naître par exemple à vocation d'excellence. Quels pourraient être les critères pour évaluer effectivement le niveau d'excellence de cette école? Une nouvelle école? Oui. On a entendu des lycées oui, mais je pense baptisés d'excellence. Non, mais je pense qu'il doit y avoir certainement des critères qui sont formulés soit par l'État, par le ministère, par le biais des ministères de l'Éducation ou des ministères de l'Enseignement supérieur, pour être déclaré école d'excellence, il faut telle condition, telle condition, telle condition. Bon, ça va être l'excellence sur papier. Maintenant, il faudra démontrer cette excellence-là sur le terrain. Sur le terrain, c'est, comme il a dit l'interlocuteur, je vais dire mon copanéliste, on m'a dit ça comme ça, mon copanéliste, un test d'entrée dans une école. Il faut des conditions d'entrée. Le niveau de ceux qui entrent dans cette école. Le niveau, c'est un peu comme si vous faites votre restaurant ou votre hôtel et vous dites le repas c'est 500 francs. Mais tout le monde vient à 500 francs. Mais si vous dites le repas à 10 000 francs, la sélection se fait de façon naturelle. Donc c'est comme ça, je pense que les écoles aussi doivent faire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des conditions d'admission dans ces écoles-là qui sont des conditions de rigueur. Voilà. Une fois que vous êtes rentré, maintenant la formation. Dans la formation, il y a la qualité des formateurs. En ce qui concerne par exemple une école professionnelle, est-ce qu'il y a des professionnels du métier qui viennent donner des cours là, des professionnels reconnus, aguerris, qui viennent donner des cours là? Ça fait aussi la renommée de l'école. Hein? Par exemple, vous, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, hein, très professionnel sur le terrain, ben, vous viendrez partager votre expérience avec des jeunes frères pour leur dire, pour faire un journal ou pour faire un débat, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Donc je pense que pour avoir la qualité, il y a les tests d'entrée, il y a la formation, il y a l'environnement, comme il a dit. L'environnement, est-ce qu'on est dans un bon cadre de formation? Est-ce qu'on est dans un bon cadre de formation? Parce que tout ça, ça compte. Et en plus, il faut la performance du matériel didactique de formation. Parce que vous avez beau clamer que vous êtes performant, vous êtes excellent, mais si vous n'avez rien pour former, aucun matériel pour former en mécanique, vous n'avez aucun matériel pour former en mécanique, mais vous formez quoi? Former théoriquement des ingénieurs ou des... voilà. Parlons brièvement des formateurs eux-mêmes, leur rôle, leur place dans l'excellence d'un établissement. Ils sortent tous d'une école de formation, ils ont été formés. Qu'est-ce qui pourrait faire d'eux des enseignants de qualité et avoir de l'impact sur les apprenants? D'accord, donc pour prendre le cas spécifique par exemple des lycées d'excellence tels que Sainte-Marie, tels que l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bergerville, du lycée scientifique, du lycée classique, généralement, c'est des enseignants en fait, qui ont été les meilleurs justement durant leur cursus de formation à l'ENS. Donc, on s'est assuré que durant le cursus, en fait, vous étiez plutôt bon. Donc, on vous sélectionne et on vous envoie en fait dans un établissement dit d'excellence pour commencer. Puisque le niveau des élèves déjà est un peu élevé, donc il faut avoir des gens en fait capables de continuer de les entraîner aussi. Parce que si la sélectivité aussi des enseignants n'est pas à la hauteur, c'est un peu compliqué après. Donc, je pense que principalement, c'est le niveau d'études
et éventuellement en fait le rang des enseignants durant leur cursus de formation. Mais au-delà même de ces aspects-là, je pense qu'il faut des enseignants qui incarnent aussi l'excellence, qui adorent l'excellence, qui ont une culture d'excellence. Moi, je ne cesse de répéter autour de moi en fait que l'excellence c'est quelque chose c'est cardinal en fait dans la formation de quelqu'un qui vient d'une école d'excellence. Je vais reprendre un cas simple, hein. Moi au supérieur par exemple, j'étais dans la classe avec des gens qui, on va dire, qui trichaient en classe. On donne des devoirs, par exemple, ils n'ont pas révisé, et qui se mettent à tricher. Et j'étais avec un autre élève du lycée scientifique, on disait, mais nous avons été dopés à l'excellence. Ce qui fait qu'il n'est même pas de notre honneur, justement, de ne pas connaître, en fait, nos leçons. Donc, on ne peut pas tricher. Et donc, cet ADN-là, c'est parce que les enseignants que nous avions aussi, nous l'ont inculqué aussi dans la manière de faire au quotidien. Donc, voilà un peu. Maintenant, revenons aux apprenants. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport aux enseignants? Il a dit qu'il faut recruter les meilleurs, c'est vrai. Mais il faut aussi ajouter à cela une formation. Parce qu'on peut être meilleur dans son domaine, mais si on n'a pas la pédagogie, et même peut-être enseigner des adultes l'andragogie, ça cause un problème. Donc à cela, il faut ajouter une dose de pédagogie pour exploiter au mieux les connaissances acquises. Donc je pense qu'il faut ajouter ça. D'accord, une dose de pédagogie, très bien. Voilà. Parlons des apprenants de façon générale. On se souvient, il y a très longtemps, qu'il y avait une saine émulation entre les apprenants. Beaucoup de personnes voulaient être les premières de classe. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes aujourd'hui au contact avec certains apprenants? Je précise que je suis aussi enseignant. Hein. Je suis enseignant en fait au supérieur. D'accord, très bien. Donc moi je suis de ceux qui pensent que il ne faut pas comparer les générations parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Je veux dire, un enfant qui est né en 1990, il peut être plus doué qu'un enfant qui est né en 1960. C'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas trop comparer en disant drastiquement que le niveau de l'enseignement baisse pour tout le monde. Peut-être que de manière générale, le niveau de l'enseignement peut baisser, mais n'empêche que la Côte d'Ivoire envoie au moins chaque année, aujourd'hui, peut-être 4 à 5 élèves à l'école polytechnique en France. Le nombre d'admis à Harvard n'a jamais été aussi élevé. Le nombre d'admis à HEC Paris n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est pour dire que la graine est encore là. Voilà, donc il ne faut pas jeter tout le monde, en fait. Comme dirait quelqu'un, il ne faut pas jeter, en fait, le bébé avec l'eau du bain, à un moment donné, en fait. Certes, peut-être de manière générale, le niveau baisse, mais il y a toujours de la bonne graine. Et il faut continuer, justement, à cultiver, en fait, cette notion d'excellence-là, à dire aux gens, mais vous savez que par le travail, c'est possible de réussir. Vous savez qu'en ne trichant pas, c'est possible de réussir. Et progressivement, comme ça, on aura de belles choses. Je pense que, pour ajouter à ce que M. Koulibaly dit, il faut qu'il y ait des modèles. Un peu comme dans certains domaines sportifs, domaines culturels, il faut avoir des modèles à qui on veut ressembler. Mais si on n'a pas ces modèles, si les modèles sont des modèles... bon, je ne vais pas prendre d'exemple, je vais pas prendre d'exemple, mais je vais dire, quand votre enfant voit... Un modèle, il est encouragé, il est boosté, voilà, il est boosté à se mettre au travail. Voilà. Vous voyez quelqu'un à la télé, vous dites je veux devenir comme lui, journaliste ou producteur et tout ça, c'est un modèle. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des modèles? Parce qu'il faut avoir des modèles pour pouvoir ressembler à ces modèles-là. Et il faut encourager les jeunes générations à la culture de l'excellence. Hein, pas se dire si je triche, je peux arriver, mais si je me bats, je peux arriver. Et c'est ça. Ce qui peut peut-être faire la différence entre les générations de 60 et puis les générations de maintenant, parce que tout est facile. Aujourd'hui, tout est facile. Vous prenez votre tablette, vous tapez excellence, il vous sort la définition. Mais avant, il fallait aller bosser dans le dictionnaire Larousse pour voir aller chercher des bibliothèques. La définition de excellence. Donc, je pense que tout est facilité aujourd'hui. Tout devait permettre aux apprenants d'aujourd'hui d'être plus performants que ceux qui ont appris hier. D'accord, abordons le contenu de la formation. La plupart des États africains ont des modèles qu'ils ont copiés, c'est certainement pas mauvais, mais qu'est-ce qui devrait faire l'originalité dans notre enseignement en Afrique quand on sait qu'on s'est inspiré d'autres enseignements? D'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les programmes reflètent, on va dire, certaines réalités en fait locales. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut avoir un enracinement en fait dans notre culture et aussi la tête, on va dire, dans la modernité. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous formons en fait des cadres en Côte d'Ivoire pour être compétitifs, parce que nous sommes en compétition avec des
Américains, des Indiens, des Chinois, un peu partout. La preuve, quand on prend un classement du Financial Times, par exemple, sur les meilleures écoles de commerce et tout ça, on classe tout le monde. Donc, il faut trouver le moyen d'être compétitif. Donc, en ce qui concerne le programme, je pense que, pour ma part, il faut être capable, si je suis à l'ISTC, par exemple, de pouvoir avoir la même qualité d'enseignement que si j'étais à HEC Paris ou que j'étais à Harvard, en fait. Peut-être que l'ISTC ne peut pas se payer, par exemple, Michael Porter, pour qu'il vienne donner des cours ici. Mais comme vous l'avez dit aujourd'hui, avec la modernité, Michael Porter, en fait, a des conférences qui sont accessibles, en fait, à tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut un déclic pour les gens. Il faut leur dire, vous savez, aujourd'hui, avec la modernité, il est possible d'accéder à toute forme de connaissances, si on le souhaite. On peut être peut-être à l'ISTC, mais avoir des connaissances solides, qui fait que lorsqu'on se retrouve à un entretien, on est capable de rivaliser justement avec quelqu'un peut-être qui vient d'HEC Paris ou de Harvard, par exemple. On peut être à l'INP, l'Institut national polytechnique de Côte d'Ivoire, par exemple, et puis avoir pris des cours supplémentaires de mathématiques qui ne sont peut-être pas au programme, et ce qui va avec pour être compétitif. Voilà. Donc, je pense que pour ma part, les livres, le contenu des livres doit... Moi, je me souviens quand j'étais en seconde, on a fait un exercice qui s'appelait Paris-Rouen. Rouen, je ne connais pas, Paris, je ne connaissais pas. En physique, on parlait des luges, par exemple. C'est des choses que je ne connaissais pas non plus, en fait. Donc, vous voyez que pour moi, c'était un peu plus compliqué. Vous voyez, parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est qu'on appelle des luges. Et savoir ce qu'on a... Alors que dans le livre, on aurait pu simplement mettre, j'en sais rien, Korogo Buna. Et ça me parlerait, par exemple, aussi simplement que ça. Voilà, donc je pense que le contenu des programmes doit tenir compte des réalités que nous avons ici, dans nos pays, parce que se moderniser, ça ne veut pas dire se déraciner. Pour moi, c'est très important. Mais également, il faut se dire que nous devons être compétitifs de manière comparative par rapport aux autres établissements en fait, à travers le monde. Parce que pour moi, qui ai été à l'étranger à un moment donné, qui ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire, lorsque j'arrive en fait, à l'étranger, on s'en fout de ce que j'ai appris. On me demande des standards, on me demande d'avoir un score en anglais, on me demande d'avoir un score dans tel test qui prouve justement que j'ai cette capacité à pouvoir suivre les cours en fait correctement. Donc pour moi, il faut marcher sur ces deux leviers-là. D'accord, toujours les programmes, leur contenu. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a, on ne va pas dire qu'il y a une harmonisation totale des programmes, mais il y a ce nouveau système qu'on appelle LMD qui permet par exemple à un étudiant qui a fait des cours en Côte d'Ivoire de pouvoir s'insérer dans une école, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Ça veut dire que nous allons vers, je ne dis pas qu'une harmonisation totale des programmes, mais cependant, il y a une certaine forme d'harmonisation qui est en train de s'effectuer au niveau de ces formations-là. Quand on prend une formation spécifique, il doit avoir des standards. On dit pour être un bon ingénieur en temps, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Je crois que la règle reste la même pour tous. Maintenant, considérant le fait que nous sommes peut-être sur le terrain en Afrique, peut-être qu'il y a une certaine adaptation à faire, mais les standards doivent être les mêmes. De telle sorte que, comme disait M. Koulibaly, que vous soyez en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, que ce soit, on ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes ingénieur formé en Côte d'Ivoire ou ingénieur formé aux États-Unis, on vous pose des questions, vous devez répondre à ces questions. Voilà. Donc c'est ça, je pense que c'est... Je voulais juste compléter en fait ce que dit monsieur par rapport surtout à l'enseignement supérieur. Je pense qu'il est important que nous puissions à un moment donné être, on va dire, au parfum de ce qui se fait de mieux dans le monde et de ce qu'il y a de plus récent. Je prends, moi par exemple, qui suis enseignant en fait dans une grande école en fait à Abidjan. Quand j'arrive souvent et qu'on parle par exemple de e-réputation ou de big data ou de ce genre de choses-là, ça devient un peu compliqué. Mais c'est des termes aujourd'hui qui sont d'actualité. Parce que les gens qu'on forme, c'est pour qu'ils puissent booster durant leur époque, du moins dans leur époque en fait. Mais on ne peut pas former des gens avec des livres en fait de 1960 et leur demander d'être compétitifs en fait en 2020. Pour moi aussi c'est important. Et cela, je vais dire, c'est la responsabilité de l'école de faire en sorte que ces programmes soient adaptés et également la responsabilité des enseignants pour faire en sorte que leurs enseignements aussi puissent être à la hauteur justement des exigences aujourd'hui. Moi je pense qu'à un moment donné, vous prenez aujourd'hui tout ce qui est digital, numérique et tout ça, on doit aller vers ça. Pour moi qui ai fait des études de commerce, aujourd'hui, quand j'arrive en classe et que je dis aux gens que pour faire une segmentation, on n'a plus besoin d'aller commander en fait une étude de marché chez Ipsos ou chez BVA par exemple, tout le monde me regarde comme ça. Ah ouais, mais pourquoi? Je dis, mais si on fait une activité purement en ligne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des outils comme Google Analytics
qui vous permettent de segmenter votre marché naturellement à partir du trafic, par exemple, qui arrive sur votre site. Mais il y a combien d'écoles qui vont apprendre cette technique moderne-là, par exemple, je vais dire, à leurs étudiants? Voici un problème aussi que nous avons, parce que pour recruter des gens, on recrute des gens venir travailler de manière directe. On ne recrute pas des gens en fait, qu'on va former ensuite pour aller bosser. Donc il faut que nos écoles en Côte d'Ivoire, le problème, ce n'est pas souvent un problème d'aptitude intellectuelle ou de capacité intellectuelle. Nous avons souvent un problème d'adaptation, je vais dire, je ne sais pas comment dire le mot, d'adéquation entre le marché du travail et puis la formation qui est dispensée. Et si on veut élever notre niveau pour être compétitif, il va falloir à un moment donné faire quelque chose. C'est-à-dire former les formateurs. Oui, il y a ça, il y a ça également. Parlons de la politique des différents États africains quant à la mise à disposition de nos États d'écoles d'excellence. Qu'est-ce qu'ils gagneraient à promouvoir, à créer davantage d'écoles d'excellence? Aujourd'hui, beaucoup de pays africains parlent d'émergence. Mais quand on parle d'émergence, ça veut dire être les premiers dans tel domaine, mais tout part de la formation, de l'éducation. Donc je pense que les politiques gagneraient à multiplier ces écoles d'excellence-là pour que demain, on dise aussi que l'Afrique a des performances. Je pense que les performances partiront de là. Hein, il a dit en 1960, on avait peu de cadres pour faire tourner nos différentes machines de production et tout ça. Mais 60 ans après, on devait être capable d'avoir de la matière grise pour vraiment faire tourner nos différentes industries. Mais je pense qu'en Afrique, il y a quand même de la matière grise. Pour ma part, je pense que le moyen le plus efficace de lutter contre la pauvreté, c'est l'éducation. La qualité de l'éducation. Parce que d'une génération à une autre, on peut être né d'un parent, on va dire cultivateur, et puis la génération après, on a un ministre. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, au niveau du gouvernement actuel, il y a au moins 2 à 3 personnes qui ont fait le lycée scientifique, il y a 40 ans. Les directeurs généraux, en fait, des boîtes, on ne les compte plus. Que ce soit le BNet, la BNI, DHL ou toutes ces boîtes-là, on ne les compte plus. Ce sont des gens, par exemple, qui ont fait le lycée scientifique d'Yamoussoukro. Et quand vous prenez parmi tous les DG qu'on va avoir, beaucoup d'entre eux viennent de l'INP, de l'NCA et de ce genre de choses-là. Leurs parents n'étaient pas nécessairement des ingénieurs. Donc, pour ma part, si on veut lutter efficacement contre la pauvreté, c'est d'avoir un système éducatif qui soit performant, qui produise en fait des cadres de qualité. Et je pense que très souvent, dans les politiques en fait, publiques qui sont menées aujourd'hui par nos États en Afrique, l'éducation n'est pas nécessairement une priorité. Parce que l'accès à l'éducation est une chose, on va dire, qui doit être banale, de manière à faire en sorte que, même si j'habite dans un village, que j'habite à Abidjan, que j'habite partout, je puisse accéder à une école de qualité, à un coût relativement bas. Parce que j'insiste, si les écoles d'excellence, par exemple, étaient payantes, nous autres, personnellement, moi, je ne pourrais pas les payer, par exemple. Si on rend aujourd'hui l'INP, par exemple, payante, la scolarité, il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas le payer. Donc il faut que, dans l'agenda justement de nos dirigeants, créer des écoles, c'est bien, mais faire en sorte que ces écoles-là puissent prôner l'excellence, pour moi, ce serait le top. Parce que c'est à cette seule condition qu'on aura des cadres bien formés, et dès l'instant où ils sont bien formés, ils ont une capacité justement à pouvoir travailler en entreprise, mais surtout pour aller travailler pour l'administration. Les problèmes aujourd'hui qu'on a à résoudre sont des problèmes plutôt complexes. On a des problèmes de développement, des problèmes d'émergence, des problèmes de tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut de la ressource humaine de qualité pour pouvoir le faire. Et on ne peut le faire qu'à une condition, c'est d'avoir des gens qui soient bien formés. On peut commencer la formation localement. Moi, je suis aussi persuadé qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre à l'échelle africaine. Ça veut dire que sur le continent, il faut avoir des pôles d'excellence, par exemple. Aujourd'hui, je prends n'importe quoi, je prends l'ingénierie, par exemple, ou on fait les énergies renouvelables. Nous sommes assis en Afrique, ce sont les Occidentaux qui viennent nous montrer comment exploiter, par exemple, le soleil. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de soleil, en fait, à Paris, en fait, quand j'y suis, par exemple. Alors que l'Afrique devait être le pôle d'excellence de compétitivité, en fait, sur les énergies renouvelables, par exemple. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions identifier nos priorités en termes de développement de tout ce qu'on veut, et ensuite, on met en place un dispositif d'éducation pour pouvoir former des cadres, justement, pour pouvoir adresser ce problème-là. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Ça sera la dernière question en 30 secondes. Les défis de l'éducation en Afrique pour que, justement, l'Afrique émerge et se développe. Je pense que les États africains gagneraient même à se mettre ensemble
pour créer des pôles d'excellence. Je vais prendre juste un exemple que nous avons connu ici en Côte d'Ivoire, mais c'est une très bonne expérience. L'école supérieure des ingénieurs d'électricité de Bingerville, ESIE. C'était une création de toutes les sociétés africaines de distribution d'électricité, une création de cette grande école à Bingerville. Malheureusement, le problème des Africains, c'est ça, ils créent une structure, mais ils ne donnent pas les moyens à la structure d'émerger. La structure est complètement tombée. Donc je pense qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut qu'ils se mettent ensemble, que ces grands dirigeants se mettent ensemble, réfléchissent ensemble pour créer des pôles d'excellence. Ça peut être par zone, ça peut être par pays, vraiment. D'accord. Merci bien, monsieur André Oussou et Assoua. Je rappelle que vous êtes chargé d'études à l'ISTC Polytechnique, ancien sous-directeur des services techniques toujours dans cet institut et chargé de cours. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui... Avec vous, nous avons eu à échanger avec M. Dounian Koulibaly, lui est président du conseil d'administration de la 2ALCI, qui est l'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro, qui est un lycée d'excellence ici en Côte d'Ivoire. Merci également d'être venu. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.